The 20th century saw the emergence of quantum mechanics, pitting two of the foremost minds of the time, Albert Einstein and Niels Bohr, on opposite sides of a debate centered on a strange phenomena, in which distant objects appeared to be magically linked. A phenomena known as quantum entanglement. For Einstein, quantum entanglement contradicted the principle of locality, stating that two spatially separate objects cannot instantaneously act on one another. Einstein would therefore argue that quantum mechanics, though formally correct, was incomplete. Niels Bohr, on the other hand, believed quantum mechanics to be already complete, and that what was needed was to accept a non-local vision of the world. Most physicists ignored the debate completely for lack of concrete applications. Most, but not all. Relativity and quantum theory, the two most fundamental theories of matter, really contradict each other in the sense that relativity is local, it's causal, it's determinate, it's continuous, and quantum mechanics is just the opposite. It's non-causal, it's non-continuous, it has discrete jumps, but things not passing through the intermediate space, and it's non-local. Quantum physicist and philosopher David Bohm was profoundly affected by his close contacts with both Einstein and J. Krishnamurti. David Bohm était un physicien américain au départ, fort sympathique, très brillant. Il a repris l'argument d'Einstein, Podolsky et Rosen dans le cas plus simple de deux spins ennemis. Et donc ça donne une explication du raisonnement EPR qui est beaucoup plus simple. In the 1950s, David Bohm was one of the few physicists who was interested in the Bohr-Einstein debate. He was of the persuasion that quantum theory was incomplete. En fait, Bohm cherchait à comprendre quels étaient le problème. Il a donc lu le papier EPR et toutes les références et tout. Et il a essayé de reformuler ça autrement en termes de choses qui puissent être plus proches de ce qu'on mesure dans le laboratoire. To simplify Einstein's reasoning, Bohm focused on measurements that could yield only two possible results, such as a coin that can only land heads or tails. He suggested measuring the spin of electrons, or the polarization of photons. In quantum theory, photons are the particles that compose light. For simplicity, let's say that the measurement of a photon's polarization can take one of two values, horizontal or vertical. To make this measurement, you need a polarizer, an optical filter that can be oriented at different angles. If it's oriented vertically, then photons that are vertically polarized pass through, while photons that are horizontally polarized are reflected. If detectors are placed on both sides of the polarizer, the polarization of photons can be deduced by looking at which side it is detected on. Quantum theory allows us to calculate the probability that a photon has a horizontal or vertical polarization at the moment that it is measured. Un photon qu'on envoie sur un polariseur, le photon va sortir dans une voie ou dans la deuxième voie d'un polariseur, puisque pour un polariseur, il n'y a que deux voies de sortie possibles, et sauf dans des cas particuliers où le photon est polarisé suivant une direction très précise, dans ce cas-là, il va toujours sortir dans la même voie du polariseur, mais en règle générale, il va sortir une fraction d'écart dans une voie et une fraction d'écart dans l'autre voie. Et la mécanique quantique me permet de dire, à partir de l'état de polarisation du photon, quelle est la probabilité de sortir dans une voie et quelle est la probabilité de sortir dans l'autre voie. Bohm reformulated the thought experiment proposed in EPR thus. We have a source that simultaneously emits pairs of photons, and we want to measure their polarization.
On each side of the source, the results of the measurements are random. There is a 50% chance that the photon is horizontally polarized and a 50% chance that it is vertically polarized. 4 sets of results are therefore possible for each photon pair: horizontal-vertical, vertical-horizontal, horizontal-horizontal, and vertical-vertical. Now, let's imagine this source emits pairs of photons whose polarizations are correlated, so that only 2 results are possible: horizontal-horizontal or vertical-vertical. Pour produire une paire de photons intriqués en polarisation, on peut par exemple prendre des atomes qu'on excite, et puis dans le processus des excitations, on a émission de 2 photons. Et on a 2 façons possibles de se désexciter, soit une probabilité de 50% en émettant 2 photons polarisés horizontalement, soit 2 photons polarisés verticalement. The Copenhagen interpretation asserts that the polarization of the pair of photons is undefined until it is measured. How can their polarization be at once undefined and identical? Quand je mesure un seul de ces 2 photons, j'obtiens avec une probabilité de 50% polarisation horizontale ou verticale, même chose pour le deuxième photon. Mais si je mesure les 2 à la fois et je vais regarder les résultats de mesure que j'obtiens, alors j'ai une corrélation parfaite. Donc soit tous les 2 photons sont polarisés horizontalement, soit les 2 sont polarisés verticalement. Ça avec une probabilité de 100%. Donc c'est ça qui était très étonnant à l'époque, que les résultats des mesures sont aléatoires, mais parfaitement corrélés. David Bohm put a spotlight on one of the most puzzling features of quantum entanglement: the fact that 2 distant, random processes can be perfectly correlated. The world as described by quantum theory seemed to contradict locality. But like Einstein, Bohm believed reality to be local. He was convinced that there was another explanation behind correlation at a distance. Ce qui est effectivement tout à fait extraordinaire, c'est que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui va sortir. Et pourtant, si c'est pile qui sort ici, c'est pile qui sort là-bas, et si c'est face qui sort ici, c'est face qui sort là-bas. On comprend que ce soit choquant. On comprend que Einstein ait voulu chercher une autre explication. Alors, on peut imaginer des tas de cas où on aurait des corrélations. Le plus simple serait l'exemple suivant. J'aurais ici, au départ, quelqu'un qui prépare des pièces de monnaie et qui les met dans des boîtes. Et puis, il envoie ces pièces de monnaie aux 2 joueurs. Chacun lance la pièce, regarde le résultat. Parfois, il trouve pile, pile. Parfois, il trouve face, face. Si on est dans cette situation, on voit bien qu'on peut imaginer une façon de truquer l'expérience qui consiste à ce que le préparateur a utilisé des pièces avec 2 piles ou 2 faces, donc j'ai une pièce qui a 2 faces, je remets une pièce qui a 2 faces, je les envoie de l'autre côté, les gens lancent leurs pièces, ils trouvent face, ça surprend personne, mais eux ne peuvent pas se rendre compte que la pièce est truquée. Eh bien c'est un petit peu ça, le raisonnement qui conduit Einstein à dire qu'il faut compléter la mécanique quantique. En observant qu'il y a quelque chose de bizarre, qu'il y a ces fortes corrélations, il dit la seule façon de comprendre les corrélations, c'est que au départ, on avait mis des informations qui disaient « Ah, cette pièce-là, à tous les coups, elle va donner face » ou bien « Ah, cette pièce-là, à tous les coups, elle va donner pile ». Was something planted from the beginning that determined in advance that both coins always land facing the same side up? In other words, could there be a hidden parameter that determined from the outset the polarization of a pair of photons? This would explain why the results on each side are always identical, without contradicting the principle of locality. These hypothetical parameters, which couldn't be measured, came to be referred to as hidden variables. Le débat entre, on va dire, modèle à variable cachée et physique quantique porte sur le moment où
la valeur de la polarisation du photon est déterminée. En variable cachée, on va dire c'est déterminé dès le début. Alors qu'avec la mécanique quantique, c'est déterminé au dernier moment. Un modèle à variable cachée, c'est un modèle où on suppose qu'il existe des propriétés qu'on ne connaît pas, qui peuvent être là, et qui déterminent les résultats de manière locale et réaliste. Réaliste dans le sens réaliste local, ça veut dire les propriétés sont portées par les objets individuels, elles leur appartiennent. By positing the existence of hidden variables, there remained hope that quantum mechanics could be completed, a whispered promise that a return to the comforting world of classical mechanics remained possible. A world where an object's properties existed before being measured. But the very nature of these variables posed a problem. How can we ascertain whether they existed or not, when by definition they were hidden? Furthermore, the Copenhagen interpretation was already widely accepted. Only a small handful of physicists cared to contest it. One such dissenter, inspired by the work of David Bohm, was the Irish physicist John Bell. His work on hidden variables would radically shift the terrain of the Bohr-Einstein debate. Quantum mechanics doesn't give you this analysis of the world into different space-time regions. The whole thing is treated as a unified thing, and Bohr insisted very strongly on the indivisible nature of quantum phenomena. John Bell était un physicien des hautes énergies qui n'ont rien à voir de particulier avec les mécaniques quantiques fondamentales. Mais comme il disait en s'amusant, il disait au cours de la semaine, je fais de la physique, mais pendant les week-ends, j'ai les principes. Il voulait dire, je m'intéresse aux principes de la mécanique quantique. John Bell, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un changement radical de la situation. Jusque-là, c'est uniquement un débat sur l'interprétation. Einstein ne remet absolument pas en cause la façon de faire les calculs quantiques. Et ce que John Bell va découvrir, à sa grande surprise, il a été très surpris par sa découverte, c'est que si on adopte le point de vue d'Einstein, eh bien, il y a un moment où on entre en contradiction avec ce que prévoit le formalisme quantique. Against the tide of most of his colleagues, Bell attempted to come up with a new theory that presupposed the existence of hidden variables, a theory inspired by the ideas of Einstein, preserving the principle of locality. But in 1964, he would realize that all local theories were mathematically incompatible with quantum mechanics. Il s'est intéressé à cette affaire, en particulier aux variables cachées. Il a montré ces fameuses inégalités, c'est-à-dire si on suppose que les propriétés sont définies localement par des variables portées par les sous-systèmes, à ce moment-là, on arrive à une inégalité, et cette inégalité contredit la mécanique quantique. To prove his theorem, Bell used the thought experiments of Bohm as a starting point. He was particularly interested in the rate of coincidence between detectors. A coincidence is when both photons in a pair exit the same side of a polarizer. With correlated photons, the rate of coincidence is 100%, since they always exit the same side. But this is true only if the two polarizers are oriented in the same direction. A horizontal polarizer works in an inverse manner to a vertical polarizer, letting horizontal photons through and reflecting vertical photons. So when the two polarizers are oriented orthogonally to one another, the correlated photons always exit from different sides, and the rate of coincidence is 0%. Using quantum theory, the coincidence rate for any angle between the two polarizers can be calculated.
Bell would prove mathematically that no local hidden variable theory reproduced exactly the curve predicted by quantum mechanics. Le point, et c'est là où l'analogie avec la pièce est un peu insuffisante, le point c'est que quand on mesure une polarisation, les polariseurs, je ne suis pas obligé de les mettre parallèles. Je peux tourner un polariseur par rapport à l'autre. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Et la mécanique quantique permet de parfaitement décrire la façon dont va changer la corrélation lorsque je tourne un polariseur par rapport à l'autre. Ce que Bell démontre, c'est que quel que soit le modèle qu'il choisit dans lequel les deux photons vont avoir une propriété dès le départ, tout modèle qui est dans l'esprit des idées d'Einstein, et il prend une forme extrêmement générale, on peut difficilement imaginer plus général que ça, eh bien il démontre que la variation de la corrélation quand je tourne les deux polariseurs l'un avec l'autre entre en contradiction avec la variation prédite par la mécanique quantique. Il a transformé ce débat philosophique un peu en mathématique. Il a vu qu'on pouvait mettre ça dans un langage mathématique et qu'en plus pouvait convenir aux tests expérimentaux. Einstein believed that if reality was local, then quantum mechanics still had to be completed. Bell went even further. He had found a situation in which, if locality was right, then quantum mechanics would be wrong. Et donc du coup, on a deux prédictions différentes, et la réaction normale d'un physicien, c'est de dire, eh bien, regardons ce que nous dit la nature, c'est-à-dire faisons l'expérience et regardons le résultat de l'expérience.